La table numéro 3, donc l'objectif c'est de parler d'un nouveau terrain de jeu, côté search marketing, donc toujours avec une visibilité géo et IA. Donc on va faire encore une fois un petit tour de table. Sébastien, est-ce que tu veux démarrer? Bien sûr. Bonjour à tous, moi je suis Sébastien Blum, je suis directeur solution chez Partout. Partout, c'est une entreprise française d'à peu près 400 salariés qui aide les réseaux de points de vente à optimiser leur visibilité sur les moteurs de recherche, TLLM, à gérer aussi leur réputation, donc on parle notamment d'avis Google, d'avis Facebook ou TripAdvisor, et gérer leurs interactions via des solutions de messagerie comme WhatsApp, Instagram ou Messenger alimentés par de l'IA. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Eva Alfieri, je suis consultante SEO chez Getfluence, qui est une marketplace de campagne de contenu sponsorisé. On met en relation des marques, des agences avec du coup des médias digitaux pour améliorer la visibilité et la notoriété des marques sur le web. Et Eugène, moi je suis directeur marketing chez Wiglot. On est une solution qui permet d'afficher un site en plusieurs langues et de gérer ses traductions. Donc le sujet du SEO international, c'est un sujet assez important pour nos clients. Et nous, on est 70 quasiment aujourd'hui, la moitié à Paris. Et le SEO est un sujet important pour nous-mêmes, bien sûr. On a 45 000 clients dans le monde, beaucoup en self-service. Donc forcément, la présence en ligne et l'inbound, c'est une source importante d'acquisition pour nous. Donc on regarde beaucoup le SEO et le GEO pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Alors, autour de cette table ronde, l'objectif, c'est de parler vraiment de 3 grands sujets. Un premier point autour un peu des réponses apportées par CLLM. Donc, comprendre un peu le contexte, de quoi ça dépend, pourquoi on est cité, pourquoi on ne l'est pas. Donc, je vais laisser du coup Eva sur cette première partie. Et puis, ensuite, on ira creuser un peu les sujets autour du local, donc territorial, des points physiques, des avis côté Partout, et puis avec Eugène, sur l'aspect international, donc voir un peu cette partie traduction, comment ça fonctionne, est-ce que c'est pris en compte ou pas par les LLM. Donc si vous avez des questions, encore une fois, donc n'hésitez pas à les noter, et puis on se fera une petite session en fin de séance. Donc Eva, je peux te laisser sur cette première partie si tu veux. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous constatez côté Getfluence, sur ces résultats apportés, comment les LLM fonctionnent, ce qu'ils récupèrent, quel type de contenu on doit produire pour pouvoir être visible sur cette partie. Oui, du coup, c'est un sujet qu'on voit tous les jours chez Getfluence. Ça a été dit sur la table ronde d'avant, mais du coup, les modèles IA vont personnaliser les réponses selon l'utilisateur, que ce soit pour la localisation, donc selon votre adresse VPN, mais aussi les éléments de contexte que vous allez donner au modèle dans la conversation. Ça peut être des indices comme sur le prompt, quelle est la meilleure agence immobilière à Paris. Donc Paris, ça va être l'élément de localisation explicite, mais vous pouvez aussi lui donner des détails plutôt implicites, comme près de la Tour Eiffel ou dans le 8e arrondissement. Et avec ces détails-là, l'IA va être capable de déduire en fait où vous êtes, et donc de personnaliser la réponse selon ces détails-là. Il y a aussi tous les éléments de contexte en fait que vous allez donner tous les éléments de contexte sur votre profil que vous allez donner dans vos prompts, dans d'autres prompts en fait. L'IA va les analyser et les utiliser en fait pour créer ces réponses personnalisées. Et ça peut être des choses que vous avez données il y a des semaines. Par exemple, si un utilisateur il y a plusieurs semaines, a demandé, par exemple, qui voulait investir dans un projet immobilier dans les 2 ans, si aujourd'hui l'utilisateur demande quel est le placement qui rapporte le plus, forcément l'IA va prendre ces détails en compte en fait. Donc tout ça c'est une vraie contrainte pour les marques parce que du coup la stratégie géo va pas du tout la même pour tous les prompts, et à la fois c'est un vrai avantage pour les utilisateurs parce que en fait les réponses sont personnalisées selon le profil quoi. Et ça chez Getfluence on le voit au quotidien, et c'est pour ça que tous les contenus, comme je pense qu'on le détaillera aussi plus tard, mais tous les contenus doivent être adaptés en fait selon ces attributs-là. Les marques doivent vraiment prendre en compte en fait ces attributs dans leur contenu, dans leur stratégie géo. Je pense que je le détaillerai un petit peu après, mais du coup les médias font partie des techniques en fait, des leviers pour améliorer sa stratégie géo, et du coup sa visibilité sur les moteurs de recherche IA. Sur l'aspect contexte, c'est vraiment un des plus gros changements, je pense, qui a amené dans le géo et dans l'IA. Ce qu'il faut savoir, c'est, comme tu l'as dit, quand on fait une recherche sur
Gemini ou sur ChatGPT, on envoie le prompt qu'on envoie et il va y avoir aussi tout un contexte implicite qui est tous les anciens prompts qu'on a envoyés. Donc si par exemple, mardi, je demande une recette vegan et que mercredi, je cherche un restaurant, on va me chercher un restaurant vegan. Et c'est hyper important puisque ça montre que les recherches vont être de plus en plus longues, de plus en plus contextualisées, avec de plus en plus d'infos. Et ce qui illustre l'importance pour les enseignes, pour les marques de manière générale, d'afficher un maximum de contenu relatif à ces établissements, à sa marque. Typiquement, alors nous on travaille beaucoup sur les fiches Google des réseaux de points de vente, c'est vraiment notre expertise. Et il y a tout un tas de données qu'on peut ajouter sur des fiches Google, on peut ajouter des services, des attributs, de l'accessibilité, les moyens de paiement, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus une fiche est complète, plus elle va remonter dans les résultats de recherche, puisque tout le contexte qui est envoyé un peu discrètement par les LLM, il va aller piocher dans les informations disponibles en ligne pour savoir si un établissement ou un autre est pertinent par rapport à la requête. Donc vraiment, on est dans une phase où les enseignes doivent travailler à ajouter un maximum de contenu sur leur fiche, mais aussi sur leur site internet, où c'est hyper important de mettre du contenu hyper pertinent localement, avec une description des services, avec des mots-clés locaux, des quartiers, des arrondissements, pour que les établissements locaux remontent sur ces requêtes-là par rapport au contexte implicite envoyé par les LLM. Du coup, j'en profite juste pour poser une question à Eva. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup son site, mais on voit qu'avec les LLM, en fait, travailler que sur son site aujourd'hui ne suffit pas. On a besoin d'être cité par d'autres sites également pour prouver. Et donc j'aimerais savoir un peu côté GetFluence, un peu quelle est la stratégie sur cette partie-là. Est-ce que vous avez pu faire des tests autour des contenus qui remontent mieux que d'autres, qui sont plus cités que d'autres en fonction de certains critères? Oui, du coup, ça a été un petit peu évoqué sur la table de ronde d'avant. Mais du coup, là, les sites transactionnels sont plus la seule source. En SEO, c'était la même chose, mais c'est vrai que les modèles IA vont chercher en fait des informations sur des sources externes, donc en l'occurrence des médias, des blogs. Et nous, chez GetFluence, on a développé en fait un format d'article sponsorisé qui vise du coup à être repris par ces médias-là, qui sont des sources de confiance pour les IA. Donc c'est un format qui a été développé après un an de recherche, d'analyse. Et en fait, c'est un format d'article où on va utiliser des éléments de structure. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais tous les éléments de structure qui vont faciliter la compréhension de l'article par les LLM, donc des FAQ, des bullet points, un tableau comparatif, les avis, enfin voilà, il y a plusieurs éléments. Je sais pas si je vais les détailler plus tard ou pas, mais voilà. Dans la structure, il y a aussi toutes les paragraphes. La méthode du chunking, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui consiste du coup à faire des paragraphes avec un paragraphe égale une idée, des paragraphes de maximum 300 mots qui vraiment vont permettre au modèle IA de comprendre vraiment de quoi ça parle. Donc tous ces éléments-là, nous en fait on les a regroupés et on en a fait un format d'article. Donc voilà, la méthode c'est on a le prompt. Qui peut venir soit directement des marques, soit c'est quelque chose qu'on propose aussi. Et ensuite, on va donc produire des articles avec ce format-là et les publier dans des médias en fait qui sont déjà utilisés comme source de confiance par les modèles IA. Ouais, sur les sources, on a aussi pas mal étudié le sujet. Nous, on a identifié qu'il y avait 4 principales sources qui étaient utilisées par les LLM. Le premier, comme tu le dis, c'est la presse, donc c'est les articles publiés chez les publishers ou la presse. Ce qui est particulièrement apprécié sur ces sources-là par les LLM, c'est que c'est en principe de la donnée qui n'est pas biaisée. C'est-à-dire que quand on va voir Le Monde, quand on va voir Le Figaro, quand on va voir L'Express, un des postulats de base de la presse, c'est que c'est pas biaisé. Après, ça se discute forcément, mais en tout cas, c'est de la donnée qui est considérée comme neutre ou en tout cas pas influencée par la marque. La deuxième source de données qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les données propriétaires. Il y a des boîtes comme Google, comme Bing, qui ont passé des dizaines d'années, des années à construire des bases de données propriétaires. Les meilleurs à ça, c'est Google, de loin. Ils vont avoir la plus grosse base de données propriétaires sur les points de vente avec Google My Business, sur les produits avec Google Merchant Center, sur les événements, sur les actualités. Vraiment, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et ça, c'est une source de données qui est énormément utilisée par les LLM développés par les entreprises. Typiquement, Gemini est une entreprise de Google, donc a accès aux données propriétaires de Google. C'est un énorme avantage concurrentiel par rapport à un ChatGPT qui n'a pas de données propriétaires et qui, du coup, eux vont aller crawler l'index de Google. Et du coup, ce qui amène à la troisième source de données, qui est les sites web. Les sites web, c'est vraiment quelque chose qui est
beaucoup utilisés. Alors, nous, on a beaucoup fait notre discours chez Partout autour du fait que les sites web allaient progressivement mourir. Tout simplement parce que les gens, ils trouvent leurs résultats directement sur la page des résultats de Google. Ils cliquent de moins en moins. Et il y a moins en moins de trafic vers les sites web. Ce qu'on voit, c'est que les LLM, ils sont en train de redorer un peu le blason des sites web et qu'ils vont aller chercher de la donnée sur ces sites pour donner des réponses qui sont les plus complètes possibles. Et la quatrième source, c'est les UGC. Les UGC, c'est un des leviers clés pour apparaître sur LLM. Pareil, c'est de la donnée qui n'est pas biaisée. C'est de la donnée qui est publiée par les utilisateurs, des forums, des blogs, des avis en ligne. Et quand il s'agit de points de vente, les UGC un peu rois, ça va être les avis en ligne qui sont énormément utilisés par tous les LLM pour apporter des réponses ou des suggestions sur des produits, des offres ou des points de vente. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit aussi, mais du coup, je vais revenir un peu sur les médias. Nous, ce qu'on a remarqué, parce qu'on a déjà un peu plus de 200 clients qui nous ont fait confiance sur ce format-là, donc on a pu déjà avoir un retour d'expérience et voir ce qui fonctionnait. C'est peut-être pas la méthode miracle, mais en tout cas, ça a fonctionné pour nos clients. Et c'est vrai que publier aussi dans des médias où je pense que le UGC c'est pareil, mais qui sont dans la même thématique en fait que votre marque, ça a une importance énorme en fait. Ça permet de renforcer votre autorité thématique. Par exemple, si vous voulez viser le prompt quelle est la meilleure agence SEO sur la Côte d'Azur, si vous publiez dans Nice Matin, potentiellement ça va quand même avoir plus de poids que si vous publiez dans un média qui est pas du tout sur votre thématique, sur votre sujet, ou qui, je sais pas, qui est dans la Provence par exemple, ou bon, la Provence encore c'est un peu près de la Côte d'Azur, mais sur le Parisien, voilà, c'est peut-être un meilleur exemple. Mais du coup, il y a vraiment cette importance en fait d'autorité thématique que comprennent les modèles IA. Déjà sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et nous, on le voit sur le côté international. Un média, forcément, si tu ne demandes pas sur Nice, mais sur Mexico City, c'est mieux d'être cité par un média qui est au Mexique, en espagnol ou en anglais d'ailleurs, mais un média local, c'est beaucoup mieux. Et même pour notre propre GEO, on a fait comme tout le monde, hein, l'amélioration du contenu, query fan-out et les schémas, etc. Et on a vu, c'est clairement jour et la nuit, l'impact que ça a sur la visibilité de nos propres liens qui sont cités. Le schéma, c'est vraiment l'action qui a eu le plus d'impact, de pouvoir donner du contenu plus détaillé, adapté aux LLM, à leur manière de parler. C'est ce qui nous a, sur les prompts qu'on a essayé sur lesquels on voulait s'améliorer, c'est ce qui a eu le plus d'impact. Donc, donner plus de contexte et être plus précis sur des demandes très précises des utilisateurs, c'est ce qui a le plus marché pour l'instant. Sur la partie schéma, je suis complètement aligné. Aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre en termes de géo, en termes de SEO. Le schéma, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de langage qui a été inventé par Bing, Yahoo et Yandex à un moment où les moteurs de recherche commençaient à exploser, qui va permettre aux moteurs de recherche de comprendre en quelques millièmes de seconde quel est le contenu d'une page. Donc on va voir différents critères. Alors, je vais encore parler des points de vente parce que c'est ce que je connais. Mais on va savoir que cette page parle d'un établissement. On va savoir que l'établissement il est ouvert lundi. On va savoir que l'établissement, c'est une agence de voyage. Et tout ça qui est écrit dans un format qui va permettre d'accéder à la donnée. Et ça, on peut le mettre sur des pages locales, on peut le mettre sur des pages produits, on peut le mettre sur des pages catégories. Et le premier axe d'optimisation pour un site internet d'une enseigne, ça va être de travailler sur ces balises schéma. Il y a beaucoup d'enseignes qui ne le font pas encore. Et c'est vraiment la clé pour apparaître dans les LLM. Et je pense que c'est peut-être un des conseils les plus importants que nous on donne à nos clients, qu'il s'agisse de local, donc ce qu'on offre ou pas, c'est de travailler sur ces balises schéma et au moins de faire un audit schéma. Il y a un site qui s'appelle Schema Validator sur lequel vous pouvez mettre vos pages, qui va vous sortir votre code, qui va vous dire si vous avez des balises et si elles sont bien. Ces balises de schéma, en fait, on les voit en continu et puis on a l'habitude de les voir. Ça comprend également tout ce qui est données dans les données structurées, tout ce qui est fil d'Ariane, etc. Donc les basiques. Et donc là, l'idée, c'est surtout en fonction de la stratégie, donc locale ou pas, donc c'est donner des informations supplémentaires. Et nous, ça marche sur toutes les pages, hein, les pages produits, les pages de blog, toutes les pages de notre site, on en a mis partout et ça marche quasiment à chaque fois. Donc vraiment, c'est important de le faire. Justement, j'ai une question sur cette partie-là. Donc, tout à l'heure, tu évoquais de dire que sur un média, donc à Paris ou à Nice, en fonction de là où on publie, on a des chances de pouvoir remonter. Est-ce que c'est valable aussi à l'international ? Est-ce que j'ai besoin Très bonne question. de compétences ? Ouais, on a fait une étude là-dessus. On a analysé la présence, donc les liens cités en espagnol et en anglais au Mexique. Pourquoi le Mexique ? Je ne sais même plus pourquoi on a choisi ce pays-là. Donc on a regardé, est-ce qu'un site qui n'était que en espagnol
remonter plus ou pas dans les réponses, en tout cas dans les liens cités sur ChatGPT et Google AI Overview. Et c'est un site qui est multilingue, donc au moins en anglais et en espagnol. Est-ce qu'il est plus cité? Et bien sûr, la réponse est évidente, mais c'est important de le rappeler, c'est 327%, je crois, voilà, d'apparition en plus pour les sites qui sont traduits. Donc, par exemple, je fais une recherche en anglais au Mexique. Si mon site et les pages de mon site sont disponibles en anglais, j'ai 327% de chances en plus que d'apparaître si mon site n'est qu'en espagnol. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a un effet bénéfique sur toute la visibilité. C'est-à-dire que même en espagnol, un site qui est multilingue est plus visible aussi dans la langue qui n'est pourtant pas l'idée de l'optimisation à la base. Je mets à disposition mon site en anglais. Ça va aussi améliorer ma visibilité en espagnol. Et dernier point, là, on vient de sortir aussi, c'est même pas une étude, c'est plutôt une mini-analyse sur la différence entre AI Mode et AI Overview, donc qui sont deux produits clairement distincts aujourd'hui chez Google et qui se comportent complètement différemment. D'ailleurs, il n'y a que 55% des liens cités qui sont les mêmes, qui ont au moins je fais une recherche, la même recherche sur AI Overview ou sur AI Mode, il n'y a que dans 55% des cas où il y a un seul lien en commun. Donc c'est vraiment très peu. Les liens sont très peu communs. Par contre, ce qui est commun, c'est que si je fais une recherche en espagnol, 96% du temps, c'est un site où la page est en espagnol qui va être cité. Ça, c'est pour AI Mode, ou 93% pour l'un et 96% pour l'autre, bref. Par contre, là où c'est un peu dangereux en tant que marque, c'est que Google se remet à faire du Google et ils vont proxifier, quand le site n'est pas dispo en espagnol, ils vont proxifier, ils vont traduire la page avec Google Translate, la mettre sur translate.google.com et citer cette page-là. Donc, et ça, c'est dans on a vu des liens à translate.google dans les 3/4 des liens cités. Donc en fait, Google prend votre contenu, le traduit en espagnol et le livre sans en plus vous apporter de visibilité. Enfin, il y a un peu de visibilité bien sûr parce que derrière on voit que c'est un proxy de votre site, mais en tout cas vous n'avez pas les visites sur votre site, vous restez sur google.translate.com. Donc voilà, c'est important d'être visible si c'est pertinent pour votre entreprise bien sûr, parce qu'aujourd'hui le Google le fait à votre place sinon. Et pour revenir sur ce sujet-là, je voulais parler complètement. Juste pour revenir sur ce sujet-là, donc c'est-à-dire que si on se projette peut-être d'ici 3, 5, 10 ans, on sait que les LLM avancent vite, on sait qu'ils sont capables de traduire, de tout comprendre. Est-ce que ça voudrait dire peut-être que dans 3, 5 ans, on n'aura peut-être plus besoin de traduire un site? Très bonne question. Alors nous, notre point de vue, c'est que la traduction, ça reste la création de contenu. Et même si la traduction est parfaite demain, il y a l'identité de la marque, le ton de la marque, la manière dont on veut parler en tant que marque. Ça, même si la traduction est bonne, le ton n'est peut-être pas bon. Et donc, les marques auront toujours envie de contrôler la manière dont elles parlent à l'utilisateur. La manière dont ils parlent au Mexique ne sera pas forcément la même dont ils veulent parler à leurs utilisateurs en France ou en Allemagne. Et donc, nous, on pense que la traduction, comme la création de contenu, on peut écrire un blog qui est textuellement, c'est vrai, mais c'est pas, on veut tutoyer au lieu de vous voyez, on veut être très informationnel ou plutôt beaucoup de storytelling. Et ça reste à la marque de décider ça. Donc, pour nous, c'est important que la marque continue à contrôler. Bon, ça va dans notre sens, hein, donc je vais pas forcément dire le contraire, mais ouais, nous, on pense vraiment que ça reste important et encore plus important aujourd'hui de prendre la parole si on a les capacités et si c'est pertinent dans les différentes langues. Merci. Sur le site internet, dans 3 à 5 ans, ça va tellement vite que c'est hyper dur de se projeter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur à quoi vont ressembler les sites internet dans 3 à 5 ans, ça va être quoi leur rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, le site internet, c'est une interface utilisateur qui est faite pour être utilisée par un humain qui va aller voir du code HTML globalement. Ce dont on se rend compte avec les LLM, c'est qu'en fait l'interface, c'est moins le site web et beaucoup plus les LLM. C'est-à-dire que avant, l'utilisateur, il faisait une recherche sur Google, il cliquait sur un lien, il était sur un site. Maintenant, l'utilisateur, il fait une recherche sur, dans certains pays, c'est pas disponible en France, mais sur AI Mode, sur ChatGPT. Il va voir la réponse sur ChatGPT, il va pas aller sur le site. Donc l'interface utilisateur, elle s'est déplacée. Et aujourd'hui, ça soulève des questions sur quel est le rôle du site web.
une des premières choses dont on se rend compte, c'est que les marques perdent petit à petit le contact avec leurs clients. Ça, c'est, je pense, un constat que tout le monde fait. En revanche, il y a un monde où l'internaute, ce qu'il va rechercher, c'est aussi une marque. Il va rechercher quelque chose de plus personnel. Il ne va pas forcément rechercher de la donnée. Donc, je vais prendre un exemple qui parlera peut-être à certains. Je ne sais pas si on a parmi vous qui aiment le sport ou qui supportent un club. Si demain, je veux acheter un maillot de foot, un maillot du PSG, moi, ce qui me plaît, c'est l'âme du club, c'est l'atmosphère. Donc, je vais vouloir me retrouver dans l'univers du PSG. Donc, je vais aller sur le site du PSG. Et je vais pas aller sur ChatGPT dire je veux acheter un maillot, parce que moi, ce qui me plaît, c'est la marque. J'ai envie d'être en contact de la marque, j'ai envie de voir leurs offres, j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent me raconter. Ce qu'un LLM ne pourra jamais faire, puisque l'objectif du LLM, c'est pas de raconter des histoires, c'est de transmettre de la donnée, à l'inverse d'un site web qui est là pour raconter une histoire un peu plus marketing que ce que pourrait faire un LLM. C'est un peu la notion d'une valeur ajoutée finalement, parce que c'est vrai que quand on cherche une information, en fait, on est plutôt neutre, on veut juste récupérer une réponse, alors que quand on a un besoin précis, un produit ou autre chose, en fait, c'est vrai qu'on veut rentrer dans cet univers et puis on veut être inspiré. Donc je te rejoins sur cette partie-là et je pense que oui, le comportement de l'internaute finalement décidera de si on reste ou pas sur des sites web, finalement, ou est-ce qu'on reste à côté LLM. Mais je pense que pour l'instant, aujourd'hui, on ne fait pas encore suffisamment confiance, on a besoin d'être inspiré, rassuré. Et je pense qu'on continuera, à mon avis, de passer par ces sites web au moment de l'achat. C'est ce qu'on constate aussi également entre la version mobile et desktop. C'est vrai qu'aujourd'hui, côté trafic, on dit que le mobile est first. On dit qu'on passe beaucoup de trafic, mais quand on veut faire un achat où on n'est pas sûr, on a des doutes, en fait, on a souvent ce réflexe encore. Alors peut-être pas la nouvelle génération, mais moi, personnellement, je l'ai encore. J'ai toujours ce réflexe de switcher sur la version desktop, de me rassurer et de dire, OK, je continue mon parcours sur la version desktop. Et je pense que côté LLM, c'est pareil. On a l'information, on n'est pas sûr, et donc on va peut-être vouloir aller sur le site pour être rassuré, ou alors aller sur d'autres sites, justement, donc autour des avis, donc tu évoquais tout à l'heure. Et c'est pareil pour le LLM, en fait. On peut lui donner des informations sur notre site, et le LLM a besoin d'être rassuré comme un internaute. Donc c'est pour ça que je pense que cette notion d'écosystème, d'univers, est super importante pour pouvoir ranker, être visible et être recommandé par ces outils. Je peux ajouter quelque chose? Comme tu dis, en fait, quand un utilisateur va faire une requête sur ChatGPT, il en a fait des tonnes avant, en fait, et inversement sur Google. Donc, il y a aussi un intérêt dans le ciblage des prompts, quand vous allez cibler vos prompts et trouver les prompts stratégiques, de vraiment personnifier ces prompts, en fait. Pas utiliser des prompts génériques. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que moi, demain, je pourrais taper ça, ou est-ce que c'est complètement... ça veut rien dire, ou... C'est vrai que moi, je vois souvent des prompts hyper génériques. Quelle est la meilleure marque de telle chose? Personne va vraiment taper ça. Il y a toujours une personnalisation, en fait. Donc, il faut vraiment, quand vous identifiez vos prompts, utiliser vos personas, en fait. Et c'est pareil dans vos contenus. Vraiment, le client doit rester... vous devez vous adresser à vos clients. Alors oui, vous devez structurer pour faciliter la compréhension à l'IA, mais il faut surtout s'adresser aux clients. Et donc, pour ça, personnifier et utiliser vos personas, en fait, soit dans le ciblage de prompt, mais aussi dans la rédaction de contenu, en fait. Et par rapport à cette stratégie, est-ce qu'on doit plutôt avoir une stratégie globale, ou est-ce qu'on doit avoir une stratégie dédiée au LLM, une stratégie dédiée sur cette partie locale, etc. Ou est-ce qu'on reste sur du 360? Est-ce qu'on reste focus sur un seul levier? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, l'un sert à l'autre et vice-versa, en fait. C'est deux leviers interdépendants. On ne peut pas juste travailler le SEO et juste travailler le géo. D'ailleurs, si vous avez déjà une stratégie SEO qui n'est pas très développée, ou en tout cas que vous n'avez pas un référencement qui est celui que vous voulez, pour moi, travailler du géo, c'est un peu... pour moi, ce n'est pas la priorité quand même. Il y a quand même le SEO, c'est le référencement, c'est le plus important. Mais à la fois, l'un va servir à l'autre, en fait. Faire du netlinking, ça sert aux deux. Moi, sur cette partie-là, on a tendance à beaucoup dire SEO, géo, à opposer les deux. En fait, le géo, aujourd'hui, c'est globalement une continuité du SEO. C'est pas un changement révolutionnaire, c'est un changement révolutionnaire des usages. Les gens vont chercher un peu différemment, les résultats sont présentés différemment. La logique derrière reste quand même assez similaire. Il y a des choses qui étaient importantes, qui deviennent encore plus importantes, ça c'est sûr. Mais bosser son SEO, c'est bosser son géo, et bosser son géo, c'est bosser son SEO. Et... en fait, il n'y a pas de changement de paradigme énorme. C'est juste, il faut réaxer sa stratégie sur quelques éléments qui ont gagné en importance par rapport à avant. Mais
la plupart des enseignes qui travaillent, alors je parle du local encore une fois, mais qui travaillaient sur leur SEO local, globalement, ce qu'ils faisaient, c'était déjà une base solide pour la partie géo, et maintenant, ils savent qu'ils doivent accélérer. Typiquement, nous, on a toujours dit que c'était hyper important d'avoir beaucoup de contenu sur ces fiches Google. Voilà, beaucoup d'attributs, beaucoup de services, beaucoup d'informations. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, sauf que c'est encore plus important qu'avant, parce que justement, il y a cette logique de contexte. Donc, les requêtes sont de plus en plus longues. Donc, c'est pas un changement, c'est juste une accentuation, et c'est de plus en plus important, parce qu'à l'inverse du SEO, le géo, il va avoir tendance à pas présenter 50 résultats. C'est-à-dire qu'on va faire une requête, souvent, on va avoir une réponse. Alors que quand on recherche sur Google jusqu'à maintenant, on avait plusieurs réponses, on pouvait choisir. Aujourd'hui, cet aspect dans le parcours d'achat, ce qu'on appelle la considération, ça n'existe plus. La considération, maintenant, c'est à la main des IA. C'est l'IA qui va faire un jugement de valeur et qui va pousser un contenu plutôt qu'un autre, sans laisser à l'internaute la possibilité de choisir, tout simplement parce que l'IA a directement fait le tri à partir de la requête, à partir du contexte, pour savoir quelle réponse pousser plutôt qu'une autre. Donc c'est pour ça que avant c'était important pour apparaître dans les premiers résultats. Maintenant c'est d'autant plus important pour apparaître tout court, parce que si on n'est pas dans les premiers résultats à l'ère de l'IA, on n'est pas présent, on est plus présent sur LLM en fait. Ouais, et moi en tant que, si je prends un peu de recul pour le marketing de Weglot, je trouve que on a à la fois effectivement ce côté données où il faut donner encore plus de données pour nourrir à la fois les visiteurs humains et les visiteurs bot LLM, et à l'extrême opposé un retour de la curation et donc des médias ou des influenceurs. Je trouve que l'accélération de la montée de l'influence marketing B2C, ça fait plusieurs années, et B2B, ça accélère aussi beaucoup. Je trouve que c'est pas du tout, c'est hyper lié, parce que en fait, vu que ça y est, la donnée, il y en a trop, il y en avait déjà trop, il y en a encore plus trop, c'est impossible. Donc on est content limite que ChatGPT soit là, parce que ça nous permet de ne pas avoir à chercher nous-mêmes. Mais d'un autre côté, on sait que c'est influençable, on le fait nous-mêmes, on sait que c'est pas forcément parfait comme réponse, et je trouve que la montée en puissance des curateurs, influenceurs, qui font ce travail aussi d'aller chercher l'information, de la digérer, de la distiller, de la retransmettre, c'est hyper important. Donc il y a à la fois l'explosion de la donnée, et il y en a beaucoup trop, et en même temps l'arrivée d'intermédiaires, ChatGPT, ou intermédiaires humains, médias, influenceurs, youtubeurs, newsletters, quel que soit le type de média qu'on lit, qui revient aussi parce que c'est important. Pour revenir un peu sur les différents sujets qu'on a abordés, alors on a évoqué pas mal de sujets. Est-ce que vous auriez des tips, par exemple, à donner, ou enfin des choses à avoir absolument en termes de critères, de dire voilà, ça c'est le top 1, alors que côté local, territorial, donc ça peut être les services, ça peut être les avis. De ton côté, ça peut être la traduction, la présence à l'étranger. Et côté Eva, donc j'aimerais bien aussi savoir si tu as des tips de ton côté, donc par rapport à tout ce que tu as pu voir, qu'on puisse noter, et puis se dire, voilà, si on devait reprendre peut-être un top 3, dire à quoi on devrait faire attention. Moi, c'est vrai que forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, donc je vais dire publier dans des médias en fait qui sont utilisés comme source de confiance, en fait, surtout par les IA, qui ont déjà été utilisés. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Et nous, ça va être une évolution qui va... on va bientôt pouvoir... on a plein d'évolutions en ce sens aussi sur notre plateforme à nous. Mais du coup, en fait, utiliser tous ces éléments de structure pour faciliter la compréhension du contenu aux IA dans des médias de confiance. Voilà, comme je l'ai dit, pour nous, c'est ce qu'on voit en fait qui fonctionne. On a déjà des super retours, des visibilités IA qui ont bien augmenté sur des use cases. Après, j'ai envie quand même de dire aussi que y a pas de méthode en fait miracle universelle pour tout le monde en fait. Là, on commence à peine à comprendre un peu ce qui marche. Alors, on sait que ça existe depuis un moment, mais on commence à peine à comprendre en fait la méthode qui peut fonctionner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait écouter, tester, ajuster, voir ce qui fonctionne. Voilà, il y a vraiment cette truc du test en fait, et voir ce qui fonctionne. Et nous, c'est pour ça que la production d'articles est first. On a décidé de la garder de notre côté en fait, pour pouvoir l'ajuster en fait à chaque fois qu'il y a des évolutions. Et c'est hyper important, en SEO, mais du coup encore plus en géo, parce qu'on sait pas grand chose pour l'instant quand même.
Et est-ce que le fait d'être cité par un site qui est déjà cité, en tout cas référent côté LLM, pourrait impacter? Est-ce que ça pourrait accélérer du coup notre visibilité également? Je vais pas. Nous, ce qu'on a vu sur nos cas, c'est que oui, bien sûr. On a sorti une étude d'ailleurs sur les médias les plus utilisés par pays, par secteur, une étude interne. Et forcément, oui, publié dans des médias qui sont utilisés comme source déjà par des IA, forcément, oui, ça. En tout cas, c'est ce qu'on a vu, quoi. Donc, je dirais oui. Je te laisse la parole. Ouais, pour compléter, effectivement, publier sur des médias autoritaires, c'est vraiment un des meilleurs moyens pour apparaître dans LLM. Ces médias, effectivement, il y a les médias qui sont pertinents pour la verticale et les médias qui sont pertinents localement. C'est-à-dire que si je suis une entreprise de voitures et que j'ai un article qui est publié dans un magazine de voitures, et si je fais une recherche sur les voitures, j'ai beaucoup de chances de ressortir. Pour revenir sur la question d'avant, sur les tips, je pense que avant de parler de stratégie SEO, GEO, je pense que la base de la base, ce sur quoi les enseignes et les autres marques doivent travailler, c'est la gestion de la donnée. C'est vraiment le nerf de la guerre quand il s'agit d'IA. Et avant de commencer à travailler sur de l'optimisation, sur n'importe quelle action qui sont des leviers SEO purs et durs, il faut commencer par centraliser sa donnée. Il faut la structurer, il faut la compléter. Et c'est cette donnée après qui va venir alimenter les différents canaux, qui va être utilisé pour les articles, qui va être utilisé pour les sites web, qui va être utilisé pour les pages locales, qui va être utilisé pour les posts. Et il y a beaucoup d'enseignes qui prennent un peu le sujet à l'envers, qui arrivent et qui disent j'ai un super projet, je vais être premier dans les LM, on va investir, on va refaire notre site, on va refaire nos fiches Google, on va refaire notre design. Mais on se rend compte que quand on creuse un peu, la donnée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas centralisée, elle n'est pas complète. Et un des conseils, qui est peut-être un conseil un peu généraliste, c'est avant de vouloir mettre en place un projet géo global et de travailler sur des actions à mettre en place, il faut que les enseignes déjà elles travaillent en interne pour centraliser leurs données, la structurer et la rendre accessible. Et ça, c'est vraiment la base de la base de tout projet géo ou SEO. Ouais, moi les tips, donc je l'ai déjà dit, les schémas, vraiment, nous on l'a vu, et ce que tu disais aussi Eva, c'est vraiment tester. Nous on fait toutes les 2 semaines, on a un certain nombre de tests qu'on met en place, des trucs très simples, que ce soit côté technique ou côté contenu, pour voir ce qui marche, quoi, tout simplement. Donc oui, schéma, et mise à jour des données, hein, forcément. Alors quand on met à jour pour les LLM, et en plus les LLM favorisent les contenus qui sont plus frais, donc il y a un double effet là-dessus. Donc ça, mais je pense que c'est court terme, c'est-à-dire ça c'est le temps qu'effectivement les gens commencent à structurer leurs données et à tous faire la même chose. Quand on fera tout ça, il y a un avantage temporaire à le faire. Donc c'est bien pour maintenant. Est-ce que dans 6 mois ce sera toujours le cas? Je ne sais pas. Bien sûr, traduisez votre site. Ça c'est le côté corporate qui parle. Et ouais, non, c'est principalement ça. Tester et voyez ce qui marche. Je suis d'accord. Encore une fois, c'est par rapport à c'est également ce qu'on s'est dit sur les tables précédentes. En fait, on est vraiment là pour apprendre. On est encore au début, donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis, au fur et à mesure que de toute façon les concurrents font des choses, en fait, on doit aussi s'adapter, innover, trouver des pistes nous différenciant. Une question sur cette partie globalement, du coup, côté LLM. Donc, on a vu que le site web fonctionnait off-site. On pouvait publier chez côté médias, etc. Et toute la partie réseaux sociaux. Est-ce que ça a un impact également direct? Alors on sait qu'il y a des fois des comptes qui sont privés, bloqués, des groupes. Est-ce que ça impacte également ces LLM? Oui, alors nous on a relancé bien sûr Reddit comme tout le monde. Quora aussi, on s'est fait bannir 3 fois, donc Quora très très dur. Reddit un peu mieux. En fait on l'utilise vraiment dans une stratégie de prise de parole globale, LinkedIn bien sûr, mais aussi Reddit comme un moyen de diffuser quand on veut prendre la parole sur un sujet. On prend la parole maintenant sur LinkedIn, sur YouTube en format vidéo et sur Reddit en format écrit. Et les résultats sont super intéressants. Alors on a du mal à traquer l'impact, à quel point c'est un impact en GEO. On voit notre prise de parole qui remonte dans les sources citées. Mais encore une fois, à quel point est-ce que déjà c'est le bon prompt, c'est le résultat que va avoir le vrai utilisateur quand il va faire la recherche, c'est impossible à savoir. Mais voilà, on se dit que, en tout cas, la tendance est bonne. Donc ouais, nous, on retravaille beaucoup ça. Wikipédia, c'est pareil, 4 refus. Si vous avez des tips, je suis preneur. On est encore dessus. Mais ouais, très important. Et on voit l'impact. À quel point est-ce que c'est
dur de mesurer le ROI, mais on voit un impact positif dans ce contrat. Je vais ajouter quelque chose aussi. Nous, on le voit surtout sur les sources, en fait. On voit sur des prompts où il y a un attribut d'avis client, de témoignage client, en fait. Là, il va y avoir des sources, donc Reddit, YouTube, Instagram, là, des sources vraiment réseaux sociaux. Je pense que tout ce qui est critères autorité, fiabilité, publier sur les réseaux sociaux en ce sens-là, je pense que ça sert beaucoup pour le référencement dans les IA en ce sens. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, c'est un peu brouillon, mais... Et puis une dernière question de mon côté, donc alors pas à toi Eva parce que je connais ta réponse, donc plutôt côté Eugène et Sébastien du coup. Citation, backlink, si on devait faire un choix selon vous, par rapport à ce que vous avez pu constater, est-ce que vous serez plutôt orienté sur du backlink, des citations? On peut dire les deux ou pas? À choisir backlink, mais les deux, forcément. À la fois, nous, on essaye de plus en plus de créer du contenu unique, donc des mini-études, parce que c'est ça qui va avoir un élément différenciant. On amène un sujet, sur un sujet, on amène un point de vue unique, intéressant. C'est ça qui fait qu'on pense, en tout cas, que c'est ça qui va faire qu'on va être plus cité. Mais les backlinks, très, très importants. Moi, j'aurais plutôt dit citation. Aujourd'hui... c'est pareil, ça fait des années que c'est pas le géo qui a changé, mais le contenu est roi. L'important, c'est d'avoir son contenu qui est repris par des sources autoritaires. Les backlinks, c'est quand même, aujourd'hui, je pense, un peu un héritage du SEO historique qui a été pas mal pénalisé plusieurs fois par les algorithmes de Google. Alors, je sais plus, c'est dans les noms, je sais, pingouin, pigeon, je sais plus. Parce que Google me fait des mises à jour d'algorithmes qui ont toujours des noms d'animaux. Mais en fait, historiquement, les backlinks, ils ont pas mal décru en importance. Il y a eu à un moment, alors vraiment au début d'Internet, des histoires de fermes de backlinks où il y avait des sites qui vendaient des backlinks sur des milliers de sites et ils disaient payez-moi 2000 €, je vais mettre votre lien sur 5000 sites. Ça a marché pendant un temps, ça s'est fait pénaliser. Et en fait, petit à petit, les LLM ont tendance à favoriser la qualité du contenu plutôt que l'optimisation technique. L'objectif de ces outils-là, et alors on parle beaucoup de LLM, mais globalement, il y a quand même des chances que celui qui en ressorte vainqueur en tout cas, le gros du morceau, ça reste Google pour l'instant. Et quand AI Overview ou AI Mode sera en France, ce sera le leader des LLM en France. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que c'est Gemini qui est une interface séparée, mais quand ce sera intégré à Google, il y a de grandes chances que ce soit Google qui rafle la mise, en tout cas pour un temps. Et Google, son objectif, ça a jamais été de permettre aux enseignes de gagner de l'argent. C'est pas sa mission. La mission de Google, c'est d'aider les internautes à trouver la bonne réponse. Et comment est-ce qu'ils vont savoir que la réponse est bonne? C'est si elle est fiable. Et comment est-ce que Google sait si l'information elle est fiable? C'est si elle est réutilisée par plusieurs médias. Il y a une image que j'utilise beaucoup dans le référencement local. C'est en fait, il y a la concordance des infos et ce qu'on appelle la NAP consistency, donc c'est nom, adresse, numéro de téléphone entre les différentes plateformes. C'est un des critères clés de référencement. Et en fait, il faut voir ça fonctionne un peu comme un cerveau humain. On va poser une question à quelqu'un, quelle va être la météo demain? Il va nous donner une réponse. On demande à 3 autres personnes, ils vont nous donner 3 réponses différentes. L'information, on ne va pas la considérer fiable, donc on ne va pas la transmettre. A l'inverse, si on pose une question à quelqu'un qui nous dit il va faire beau et qu'on demande à 5 autres personnes qui vont nous dire il fait beau, on va transmettre l'information parce qu'on considère qu'elle est fiable. Et en fait, Google, ChatGPT fonctionnent tous pareil. Si une information est vérifiable sur différentes plateformes, elle sera fiable et transmise. Et je pense que c'est aujourd'hui, il faut plus aller chercher ça que des backlinks. Mais après, sur l'aspect backlink, j'ai pas une expertise très très poussée. Ouais, après, quand je dis backlink, c'est des mentions de marque de manière globale. C'est vraiment, comme tu dis, c'est être cité par un maximum de sources. C'est très important aujourd'hui. Je suis d'accord. Et juste pour rebondir et pour revenir sur ce que j'imagine ce que tu vas dire, effectivement, donc c'est bien d'être cité. Si on peut avoir le backlink, c'est encore mieux. Donc voilà. Plus besoin que ce soit un lien indexé ou pas. Enfin, follow, no follow, ça fonctionne. Exactement. Alors côté public, du coup, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai 2 questions. Une sur le link building. En SEO traditionnel, généralement, on a acheté plutôt des liens sur des sites ultra spécialisés. Mais vraiment ultra spécialisés. Là, j'ai l'impression que ça switch beaucoup plus vers du généraliste parce qu'on travaille la notoriété globale, plutôt. Est-ce
vrai? Est-ce que, par exemple, chez GetFluence, vous avez vu ça? Pour du GEO, du SEO, bon, peu importe. Forcément, il y a la notoriété globale à travailler, mais il y a aussi la notoriété thématique, ce que je disais, enfin la cohérence thématique en fait. Tout à fait, oui. Mais ça, on C'est- l'avait avant. Ouais, on l'a. C'est vrai que honnêtement, ce qu'on a vu, c'est que tout ce qui est les LLM prennent en compte en fait cette pertinence thématique, que ce soit local ou thématique dans le sens vous avez une marque de vêtements de montagne, publiée dans un média cohérent. J'ai pas de média en tête, mais je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Mais non, forcément, en tout cas, on le voit nous dans nos résultats. Après, oui, forcément que publier dans un média pour la notoriété globale, ça fonctionne aussi. Mais sur des prompts en fait ciblés, vraiment ciblés, comme on disait, des prompts qui utilisent votre persona, etc. Publier dans des médias avec une cohérence thématique forte, honnêtement, oui, ça a un bon poids. Oui, donc ça reste toujours valable. Voilà. Mais je dirais que ça reste valable, mais j'ajouterais aussi un critère en plus, c'est que effectivement, quand on analyse de notre côté les sources en fait qui remontent le plus, ce qu'on va constater, ce sont des sites qui sont référents, alors, soit sur la thématique, soit qui ont une autorité assez forte pour que le LLM fasse confiance. Donc on peut très bien publier si on a un lien qui tombe du site Le Monde ou du Figaro, il y aura forcément de la valeur ajoutée aux yeux de ces LLM. Donc si on peut mixer, c'est encore mieux. Mais voilà, je pense que oui, pour moi c'est les deux. On fera du thématisé, des petits liens qui coûteront potentiellement moins cher, versus des grands médias où on sait que là on passe à 4, voire plus de chiffres. Exactement. Et ma deuxième question, c'était par rapport au contenu traduit via Google Trad avec l'URL Google Trad. Comment vous l'avez traqué ça et vous le monitorez? C'est via les sites référents? Non, c'est très simple maintenant si on peut se tutoyer. Si tu fais une recherche, alors en France c'est pas dispo, mais en te mettant avec un VPN au Mexique ou aux États-Unis sur Google, et donc en voyant les résultats de recherche de AI Mode ou de AI Overview, il y a les liens cités. Et donc dans les liens cités, il y a on va avoir l'impression que c'est le site média ou le site de marque qui est cité, mais il y a marqué traduction ou translate. Je sais plus en espagnol. Donc en gros, qui montre que c'est une page qui a été traduite par Google. Et en fait, l'URL derrière, si on clique sur ce lien, c'est une version proxy du site, proxifiée par translate.google.com/https, le site de la marque. Mais donc ça ressort pas dans les outils analytics? Non. Là, le trafic sur Google Analytics, on le verra pas. Le visiteur, il est sur le site de Google, sur le sous-domaine translate.google.com. D'accord, oui. Ah oui. Oui, donc il faut vraiment aller voir manuellement. Alors ça bénéficie à la marque parce que c'est quand même le site de la marque qui est mis en avant, qui est traduit par Google, donc on ne maîtrise pas comment c'est traduit, mais il y a quand même l'image de marque, les logos, tout ce qui est présent mais traduit. Mais ouais, par contre on ne voit pas le trafic et ça reste dans l'univers, dans le site de Google. Et même si on clique sur un lien sur cette page qui est proxifiée, on va rester sur la version proxifiée de Google, quoi. Il l'avait fait au tout début, tout le monde avait un peu gueulé, ils avaient arrêté, et là il recommence. Sûrement un bug. Oui, un bug. Alors, une question sur les personas que vous avez mentionné tout à l'heure. Comment, directement ou indirectement, vous arrivez à associer des prompts à un persona pour les besoins de la marque? Et du coup, j'imagine après coup à produire les textes qui vont être chunkés, etc. et utilisés pour générer les réponses. Avec l'IA. Honnêtement, on utilise une fois qu'on... Alors nous, on le fait pas forcément. Ça dépend des marques, du coup. Souvent, les marques viennent avec leurs prompts déjà. Mais lorsqu'on recommande des prompts, nous, on va utiliser le persona de la marque. Avec assez détaillé. Et avec un autre prompt encore très bien détaillé, on va pouvoir sortir d'autres prompts, d'autres requêtes conversationnelles. Et dans le contenu, ensuite, on va travailler le contenu en fonction du prompt qui a été trouvé, qui a été identifié. Et là, ça va être utiliser des éléments de langage. Souvent, c'est avec des dossiers de presse de la marque, des éléments de langage, qui est la cible, s'adresser, si c'est un adolescent, utiliser le langage adapté dans les articles, mais toujours en gardant en tête aussi de simplifier le contenu pour les IA, en fait. Donc, c'est arriver à trouver l'équilibre entre le persona de la marque et la structure adaptée aux IA. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, je sais pas comment ça s'appelle, mais de focus group avec la cible vraiment pour dire, voilà, quelles questions vous allez poser, comment vous allez rebondir à la réponse, quels mots vous employez pour tel terme, etc. Est-ce que ça, il y a des façons, soit alors à la mano en faisant des focus group, soit on en cherchait sur des forums ou sur les réseaux sociaux de retrouver la façon exacte dont les questions sont posées? En fait, oui, il y a plein de manières de le faire. On peut passer du temps sur Reddit pour trouver comment la cible parle. On peut chercher sur Instagram, les réseaux sociaux, peu importe. Il y a plein de manières de le faire. Donc oui, on peut faire comme ça. On peut aussi utiliser l'IA pour identifier des prompts et ensuite aller vérifier que ce soit bien adapté à la cible. Il y a plein de manières de le faire. Le tout, c'est de vraiment garder en tête, est-ce que ma cible peut se poser ces questions-là, en fait. Et est-ce que même moi, je peux le tourner comme ça? Je pense qu'il y a aussi une autre manière, en tout cas une approche, en tout cas qu'on utilise de côté IFEN. En fait, le point de départ, c'est tout simplement de partir de ma requête stratégique que j'ai en SEO, que je connais déjà. Soit je l'ai en SEO, soit je le connais en ads, je sais que ça convertit. Donc forcément, mon point de départ, c'est celui-là. En fait, il suffit tout simplement de taper cette requête dans Google et vous allez voir qu'il y a des blocs, donc People Also Ask, où il y a déjà des questions remontées par Google. Et si Google remonte ces questions, ce n'est pas un hasard en fait. Ce sont des requêtes qui sont réellement tapées par les internautes. Donc ce point de départ en fait nous donne déjà une idée. Donc on sait sur quelle requête on veut exister en SEO, quelle requête on doit travailler. Et comme on disait tout à l'heure et même dans les tables précédentes, c'est que le SEO et le GEO ne sont pas, sont très liés. Et donc si je fais bien mon travail côté SEO, en fait je facilite la tâche côté LLM parce que j'ai ma requête cible, je sais que cette requête va convertir côté SEO, donc j'ai ma data, et donc je travaille cette requête côté LLM cette fois-ci à travers un prompt où je sais que derrière le LLM va venir taper sur ces requêtes secondaires. Ouais, j'allais dire à People Also Ask. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est on regarde les calls sales, comment les gens parlent de leurs besoins maintenant. Donc c'est enregistré, on a les transcripts. Et on l'a toujours fait un peu, mais de loin, en mode oui, quel terme il utilise pour parler de nous. Là, c'est vraiment intéressant de voir c'est quoi la manière dont il va exprimer son besoin. C'est souvent proche. Et on en a même quelques-uns on leur a demandé, ils nous ont envoyé leur screenshot de ce qu'ils ont tapé sur ChatGPT et qui a fait qu'on est remonté. C'est assez intéressant de voir ce que ça dit sur leur manière de parler à ChatGPT ou à Gemini. Si je peux juste rajouter quelque chose, je bosse avec Eva et effectivement il y a un autre point, c'est qu'effectivement avec Eva on bosse avec des médias et on parlait justement des grands médias. Et justement, alors ça dépend si du petit blog thématique, etc. Mais sur les grands médias, on va aussi chercher une cible du média. Donc on va adapter aussi le contenu en fonction de la cible. Par exemple, je sais pas, une marque de fringues, retail, grand public, etc. va pas s'adresser de la même manière dans son contenu à un Marie-France et à un closer ou à un public. Clairement, on va aussi chercher cette cible. Donc au-delà de tout ce qu'a dit, tout ce qu'ils ont dit autour de la table ronde, il y a aussi une importance de s'adapter aux médias pour s'adapter à la ligne édito du média pour paraître le plus crédible aux yeux effectivement des LLM, mais aussi des lecteurs de ces médias-là. Bonjour. Alors moi j'avais une question un peu différente. On a parlé des LLM, on a parlé de l'approche contenu, de la stratégie de structuration, de champs sémantiques, etc. Quid du positionnement des marques, de leur offre? Est-ce que vous pensez que l'avènement des LLM peut avoir un impact sur la stratégie des marques dans leur positionnement, dans la structuration de leur offre? À savoir, on voit clairement qu'il y a un enjeu aujourd'hui de faire autorité sur un marché. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de redéfinir son marché, voire de le restreindre pour s'affirmer en leader sur des marchés plutôt de niche, plutôt qu'en challenger sur des marchés plus larges? Moi, ça m'intéressait d'avoir votre point de vue. Je peux me lancer. Alors, de mon côté, en tout cas, restreindre, peut-être au début, si on estime qu'on n'a pas suffisamment cette force de frappe pour aller conquérir toutes ces requêtes. Mais j'ai envie de dire, pas forcément en fait. C'est que moi, mon point de départ en fait, c'est de me dire, je connais déjà avant de faire mon étude de marché et ces analyses, avant même d'avoir une stratégie SEO, en fait, j'ai besoin de savoir qui je suis, comment je vais parler, quelle requête je vais cibler. En fait, dès le début, on met de côté certaines requêtes. Si je fais du premium, le pas cher ne fera pas partie de mon marché. Je ne me positionnerai pas dessus. Et ce sont des requêtes en fait que je vais éliminer parce que je n'aurai pas du coup un langage dédié à ça. Je sais sur du haut de gamme et puis toute ma communication, en fait, mon discours, que ce soit sur le site ou les requêtes que je vais cibler d'un point de vue SEO, sont vraiment liées au produit, à l'offre et à la marque.
Donc il faut vraiment que ça soit fluide, en continu, et qu'on ait un discours cohérent. Alors, ça va pas être une réponse très technique, mais il faut pas oublier que l'IA, les moteurs de recherche, c'est des outils. C'est des outils qui sont faits pour faire vivre votre marque. C'est pas votre marque qui doit vivre pour les outils. Le géo, c'est ce que c'est aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va complètement changer. Donc, il faut pas se dire, il y a un nouvel outil qui est apparu, donc il faut que je m'adapte à cet outil pour que ma marque existe, parce que l'outil, il va changer. Il va changer continuellement dans 5 ans. Peut-être qu'on sera sur quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'on sera sur de la recherche qui sera à 95% visuelle. C'est quelque chose qu'on voit petit à petit. Donc, selon moi, c'est aujourd'hui, il faut voir ça comme un outil qui est fait pour faire vivre ce que vous avez aujourd'hui et pas se dire comment est-ce qu'on va faire pour utiliser cet outil comme principal levier. On a beaucoup vu dans le local des points de vente qui ont commencé à s'appeler Meilleur Restaurant Paris, Super Coiffeur Lille. Et en fait, c'est dénaturer l'objectif de ces outils-là. Et je pense qu'à terme, l'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose qui répond à un besoin utilisateur et pas qui répond à un besoin d'un LLM qui va vous imposer sa manière de travailler. J'aimerais juste rajouter aussi que je dirais même en fait que le positionnement marketing des marques, ça fait partie des éléments de contextualisation en fait. Si vous avez un positionnement marketing, je parle par exemple de toutes les marques qui opèrent localement, toutes les banques, les assurances, les agences immobilières, etc. C'est hyper important de tirer parti en fait de cet attribut localisation. Des marques qui ont, je sais pas, un serrurier qui est ouvert à 2h du matin. Bon, c'est souvent le cas, mais peu importe. Il faut vraiment capitaliser sur ce positionnement-là. On a vu que les prompts étaient de plus en plus précis, personnalisés. Donc vraiment, garder son positionnement marketing tel qu'il est et en fait l'utiliser dans son contenu, etc. Ça permet justement de se positionner sur les prompts que sa cible va chercher en fait. Et au-delà même du positionnement, en fait, c'est que je peux très bien toucher une cible que je ne veux pas toucher, mais en fait, une fois que la personne arrive sur le site, si je ne réponds pas à son besoin, en fait, j'ai perdu. J'ai attiré une personne pour rien. Encore une fois, si je fais du pas cher, enfin si je fais du premium, et qu'une personne arrive et voit les tarifs en fait qui font 2 fois plus que la concurrence, ça ne marchera jamais. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir cibler les bonnes requêtes, de comprendre ce que j'offre, cibler les bonnes requêtes, et puis aller toucher la bonne cible, le bon persona derrière. Et puis, j'ai pensé à quelque chose en écoutant les réponses des autres. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez plein d'offres que vous avez un message qui est diffus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'offres et un positionnement qui est simple. Nous, on se positionne comme une entreprise qui est all-in-one, alors ça fait un peu fourre-tout, mais en revanche, on répond à des problématiques simples, qui est simplifier son stack d'outils digitaux. Et en fait, c'est pas parce qu'on va avoir plein d'offres différentes qu'on va pas répondre à une requête qui est unique. Et donc, je pense que le travail à faire, plutôt que d'essayer de simplifier son offre, c'est de simplifier son message et d'avoir un positionnement qui est clair, avec des bénéfices clairs, des piliers qui sont clairs, et qui vont répondre à des requêtes précises. Effectivement, si on a 5 propositions de valeur ou 10 propositions de valeur différentes et qu'on n'arrive pas à tout regrouper, là, on risque de s'essouffler un peu. Mais si on arrive à couvrir tout ce qu'on propose dans une proposition de valeur simple, qui sera peut-être un peu plus high level que sur des fonctionnalités ou des lignes de produits, vous pourrez toujours devenir la meilleure réponse pour un certain type de requête. Oui, au niveau du JO, je voudrais savoir, Eva, ce que vous pensez de l'achat du placement de la place dans les classements des pages de grands médias comme Les Figaro, qui, je pense, vient de commencer à proposer ce service. Vous voulez dire dans les classements, dans les pages Oui, à peu près comme l'exemple qu'on a vu, quelle est la meilleure banque pour ouvrir un compte joint, par exemple, et puis parier sur cette pertinence des classements. Les top 10 en gros des positions, c'est exactement. Ça oui, évidemment, les modèles IA, ils vont pas prendre en fait toutes les pages de la SERP, ils vont prendre je peux pas dire de bêtises, mais en tout cas la première page. Donc forcément, si vous travaillez en fait votre référencement, vos positions, si vous êtes dans le top 10 sur votre requête cible, vous renforcez aussi vos chances en fait d'être cité par les IA. Ça c'est certain. Oui, non, mais là, pas les top 10 de Google, le top 10 d'une page, par exemple, d'un grand média, en article, les top 10 de... Ah, pardon. Oui. J'ai pas de données sur cette partie-là. Je sais pas si vous... Oui. J'ai plus une réponse sur la logique.
encore une fois, l'objectif de ces outils, c'est de donner la meilleure réponse pour l'internaute. Donc, ils vont tendance à avoir valorisé du contenu qui n'est pas biaisé. Si vous achetez des places dans un classement qui est de manière visible de l'ADS ou de la pub, ça va être considéré comme tel, et donc ça va être de l'information biaisée qui sera potentiellement moins retransmise que si vous arrivez à avoir des références via des articles, dans des journaux, de manière un peu moins biaisée, c'est-à-dire sans payer de l'ADS sur des classements comme ça. Mais après, je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste la logique derrière, c'est quand même d'apporter une bonne réponse. Donc tout ce qui vise à frauder l'algorithme de ces outils, peut-être que ça va marcher pendant un temps, et c'est ce qu'on appelle en SEO le Black Hat SEO, c'est des choses qui marchent, mais qui sont contraires aux recommandations, et qui à terme marcheront plus, et qui au contraire peuvent sur le long terme avoir un impact qui est très très négatif pour les enseignes. Et Google l'a montré plusieurs fois en déréférençant des sites, en déréférençant des établissements, que ça ne marche jamais très longtemps de faire des choses qui sont contraires aux guidelines globales. Je vais rebondir sur ce que Madame vient de dire, puisque vous parliez de l'importance de la neutralité du contenu pour que ce soit considéré comme source de confiance. Et je me posais la question de la pertinence du paid, sans vouloir aller à l'encontre des guidelines, mais la pertinence du paid versus le earn, comme en presse, le PR versus un publi rédac ou autre. Est-ce que les LM sont vraiment en mesure de discerner du contenu en collaboration commerciale ou autre, si je parle de l'influence par exemple? Alors je répondrai plutôt d'un point de vue SEO à cette question. Alors, à savoir que tout ce qui est backlink, etc., de toute façon, c'est considéré comme étant du black hat. Donc, côté guidelines, on évite. Par contre, il y a l'aspect naturel. Donc, c'est comment j'affiche l'information, qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée à travers ce contenu. Je peux très bien acheter un encart, mettre ma pub, mais si je n'ai aucune valeur, aucun lien avec le contenu, ça ne fonctionnera pas. Donc, l'objectif, c'est pas forcément d'acheter ou de ne pas acheter, c'est surtout de dire qu'est-ce que je raconte dans cette page que j'ai acheté. S'il y a de la valeur ajoutée, s'il y a des études, donc on évoquait tout à l'heure des avis, des témoignages, etc., autour d'un produit. Donc si on remet un contexte et qu'on donne l'information de manière neutre, entre guillemets, je pense qu'on passerait à travers les radars de Google. Donc, et si, de toute façon, Google a positionné cette page en première page de Google sur une requête précise, bah c'est que j'ai réussi mon pari. Donc j'ai envie de dire, les LLM, la plupart du temps, vont de toute façon récupérer ces informations à travers des pages qui sont dans la première page. Donc si Google fait son travail, si j'ai réussi à convaincre Google, à travers mon article, public rédactionnel ou pas, bah derrière le LLM, de toute façon, on va suivre. Donc on a vu dans le passé, il y a eu des tests, etc., où ChatGPT a dû avouer qu'il se basait sur l'index de Google et qu'il allait récupérer ces informations depuis Google. Donc c'est mon approche côté SEO. Alors, vas-y. Moi, j'ai un avis plutôt global. Est-ce que ça existe du contenu objectif? Même un journaliste, il n'a pas le temps d'aller regarder toutes les sources, il ne va pas tester tous les outils pour donner la meilleure réponse. C'est quoi le meilleur outil ou c'est quoi la meilleure société? C'est quoi le meilleur restaurant? Ça change en plus continuellement. Donc, je pense pas qu'il y a de vraies réponses objectives. Par contre, effectivement, si en tant que marque, on répond de la meilleure manière à une problématique, bah, tant mieux pour la marque. C'est le jeu du marketing et du sales de manière globale. Hein. C'est de se présenter et de répondre au moment. Donc, alors effectivement, il y a l'extrême à vouloir faire que payer pour être visible et apparaître. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Quand on est une société et qu'on vend son service, on ne va pas dire forcément tous ses défauts. C'est pareil sur le web. Je pense, pour contrebalancer par rapport un peu à ce que tu dis, du contenu qui va être considéré comme objectif, c'est du contenu qui est vérifiable. C'est-à-dire que si on apparaît dans un top 10 des meilleurs restaurants d'Ajaccio, et qu'en fait après, en double check en information, on se rend compte que la note sur Google, c'est 3 sur 5, on se rend compte que sur le site, il y a des... Enfin, alors, les LM ne vont pas voir les photos, mais on va voir du contenu qui contredit ça. Pareil, il va y avoir un sujet de fiabilité de l'information, et elle sera pas transférée. Et puis de toute façon, ça c'est toujours les règles du SEO, c'est on va pas pouvoir faire vivre un business qui fonctionne pas en fait. C'est-à-dire que ça reste basé sur du concret. Et juste pour répondre aussi à la question d'avant sur la partie ads, de manière un peu plus globale, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'ADS à l'ère des LLM. Beaucoup de questions, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. A priori, on sait qu'il y en aura. Google ne va pas lâcher le morceau et les autres ne vont pas lâcher le morceau. Mais aujourd'hui, très peu d'infos. Alors peut-être que vous en avez plus sur ce à quoi va ressembler l'ADS dans l'LLM. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à terme,
ChatGPT fera de l'ADS, enfin, ce qui est sûr, ce qui est très très probable, ChatGPT fera de l'ADS, Google réussira d'une manière ou d'une autre à mettre de l'ADS dans ses résultats, et donc l'ADS va continuer d'exister. Mais ce sera l'ADS des outils qui permettent de donner les réponses. De toute façon, j'ai envie de dire, on le voit déjà en fait, à travers les captures d'écran qu'on voit passer. Donc, côté States plutôt, donc on voit bien qu'il y a de l'ADS qui est déjà intégré et c'est son business model, encore une fois. Les LLM ne peuvent pas produire autant de contenu, ne peuvent pas stocker autant de data sans avoir des revenus, et aujourd'hui c'est le seul moyen pour ces outils de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui ils font la bataille pour avoir le monopole, avoir des parts de marché, et l'étape d'après c'est tout simplement je vais aller chercher des revenus. Et ben grand merci de nous avoir écoutés, et merci à vous aussi.